Tous les matins, c'est le même rituel. Une fois son tri terminé, Isabelle doit tout faire entrer dans sa fourgonnette. Mais pas n'importe comment. Mettre mes petits paquets dans le bon ordre, pour pas avoir faire des demi-tours. Ça arrive. Parce que là, il va y avoir combien de kilomètres? On va dire 70, 80. Voilà, tout dépend du trafic journalier. C'est parti pour 4 heures de tournée. Cette semaine, Isabelle distribue le courrier à Ioldi et ses alentours. Un village typique du Pays Basque, avec ses hameaux et ses fermes dispersés dans la campagne. Bonjour mademoiselle. Un paysage familier pour cette fille du pays. Comme beaucoup ici, elle imagine mal vivre ailleurs. Je suis partie, j'avais 23 ans. Et j'ai passé 8 années sur Paris. Et puis du moment où j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et qu'on a eu des enfants, on est revenu vivre ici. La qualité de vie, je pense, pour les faire grandir, nos enfants, je pense qu'on est quand même bien ici. Ah voilà, une amachi. Bonjour. C'est quoi une amachi? Une amachi, c'est une grand-mère. Bonjour. Ma petite fille, Voilà, la 11e. la 11e petite fille. Toujours un mot, un sourire. Ouais, tout à fait. Bon, merci. Comme tous ceux que nous allons rencontrer, Isabelle est attachée à sa terre natale et à ceux qui l'incarnent. Les Basques sont sympas? Les Basques, oui, un petit peu fermés, on va dire, dans le sens où les étrangers, pas dans le sens étranger d'autres pays, mais voilà, on se méfie de celui qu'on ne connaît pas, voilà. C'est une méfiance qui n'est pas non plus négative, mais bon, c'est voilà, une manière de se protéger, et puis voilà. Puis après, une fois que c'est parti, ça roule. Ils sont assez, même plutôt ouverts, accueillants, service, rendre des services, etc. Ouais, c'est... Il faut ouvrir le cœur, mais une fois que le cœur est ouvert, c'est bon. Ouais, ça reste ouvert, exactement, mais c'est tout à fait ça. Le Pays Basque au cœur, c'est-à-dire à l'intérieur des terres. Un territoire entre mer et montagne, encore préservé d'une urbanisation à outrance. Une nature accueillante et généreuse, où la présence de l'homme se fait encore discrète. Toujours située à l'écart des grands circuits touristiques, cette région rurale reste aujourd'hui gardienne d'un art de vivre et d'une culture. Parmi les emblèmes forts de ce pays, il y a ces maisons blanches aux volets rouges, indissociables de ceux qui les occupent. En basque, maison se dit etche, et ce terme se retrouve dans la plupart des noms de famille. Illustration avec Monsieur Etcheberry, Jean-Jacques de son prénom, qui restaure cette ancienne ferme, typique de la Basse-Navarre. On retrouve cette forme de bouteille qu'on retrouve. Donc on intègre la fenêtre du haut. On retrouve le linteau travaillé avec les armoires, si vous voulez, de la maison. Et on a les pieds droits qui descendent jusqu'au sol. Alors, Etchemendi, ça peut être le maçon ou ça peut être le nom de la maison. Parce qu'ici, le nom de la maison avait une importance primordiale. On appelait les gens par le nom de la maison, pas par leur propre nom. Et ça, c'était quelque chose de très spécifique aussi en Pays Basque. Les gens passaient, la maison restait. Jean-Jacques, entrepreneur dans le bâtiment, rénove cette bâtisse pour ce médecin dijonnais à la retraite, qui, comme beaucoup, a succombé au charme de cette architecture. D'abord, c'est le Pays Basque qui m'a plu. Et puis ses abords. D'abord, elle a encore son potager, le verger, un point d'eau au bout du jardin.
Et puis la vue sur le Béorlegui, les vaches d'ici, elles montent en estive là-bas, près du Béorlegui. Voilà, j'ai l'impression d'être un paysan, un habitant du pays. Le charme du Pays basque, c'est aussi sa richesse de style. Voici Ordiarp, en vallée de la Soule, avec son clocher insolite, en déport sur le mur de façade. Mais il y a aussi autre chose. On voit la maison souletine, si vous voulez, qui est avec un toit toujours pentu, qui sera couvert en ardoise. Là, on n'est plus avec de la tuile. On retrouve des enduits qui seront plus sobres, qui seront un petit peu moins clairs. Et on va trouver des teintes, des tendances qui seront sur tout ce qui est menuiserie. Ce sera davantage de tendance sur du vieux bleu, sur des gris. Et on se rapproche d'une architecture de montagne qui sera plus petite, plus compacte, mais beaucoup plus adossée à la montagne. On sentira, si vous voulez, donc cette austérité, si vous voulez, qu'on retrouve sur cette architecture-là. Voilà, typique de la Soule. C'est votre village? Ah oui. Vous l'aimez bien, j'imagine. Il y a un dicton en basque qui dit Chorlequia Amodio, amour à ton pays de naissance. Voilà. Behar du behar intzinean, saitxetan behar du behar da bakarrik. Ce sont clairs les montagnes avec les bois bien verts là. Michel Goycocha et son fils Iñaki sont eux aussi amoureux de leur pays. Très attachés également à Joséphine, une Jeep arrivée en France en 1944 avec les troupes américaines. On l'appelle Joséphine parce que c'est mon père et mon grand-père qui l'ont achetée dans une vente aux enchères en Dordogne et elle appartenait à Joséphine Baker. Donc cette Jeep, elle a beaucoup servi dans la vallée parce que mon grand-père et mon père l'utilisaient aussi pour amener le docteur dans les fermes. Donc voilà, elle connaît par cœur tous les meilleurs chemins. Elle connaît notamment la route d'Ochaïsa, un belvédère situé à 800 mètres d'altitude, où père et fils viennent reprendre leur souffle et chercher l'inspiration. Ici, c'est l'enclave de la Basse-Navarre qui rentre dans le territoire espagnol. Et il y a 400 ans, la Navarre ne faisait qu'un. Et puis l'histoire a fait qu'il y a une frontière qui s'est mise là-bas. Mais des deux côtés de la frontière, on parle la même langue, le basque. Voilà, on sent les racines ici. Et quand on voit la beauté de ce paysage, c'est ici qu'on retrouve notre source d'inspiration, notre recherche d'esthétique, les galbes, les beautés. Voilà. On est baigné de belles choses. On est sans cesse stimulé. Les Goycocha, potiers depuis 3 générations. Un atelier familial où le tour de main donne naissance à des pièces exceptionnelles, aux couleurs du pays. Et dans la famille, c'est Iñaki qui met au point les nouveaux pigments. Ça, c'est vraiment très important à comprendre que chaque couleur, c'est plus de 2 ans de recherche, afin d'avoir la bonne tonalité de couleur et surtout la bonne brillance. Très très important. Par exemple, le rouge qu'on voit là, qui est magnifique, qui est le rouge basque. Voilà. Ça, le rouge, c'est notre meilleure couleur. Mais ça a été la couleur la plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a dû aller chercher des matières premières un peu partout, des matières premières qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans le domaine de la céramique, pour arriver à ce rouge-là. Parce que c'est un rouge très très profond et très très brillant. Vous l'aimez bien? Oui, celui-là, oui. Celui-là, il est très important parce que c'est notre meilleure couleur et les clients nous connaissent grâce à ce rouge. Et la formule du rouge, vous donnez pas les formules? Non. Je peux juste vous dire qu'elle est magique. C'est la formule magique. Innovation d'un côté, savoir-faire ancestral de l'autre. Sous vos yeux, le façonnage à la corde, une technique héritée de l'Antiquité, une spécialité de la maison. La tension à la base est très importante. Ça se fait comme un jeu de force basque, on appelle ça le chocatira. Là, il faut bien tendre la corde et tout ça, c'est une compression totale.
Bon, il y a puissance ici, il y a de l'énergie ici. La forme est très belle, le galbe. On passe beaucoup de temps à mettre nos galbes au point. C'est très important qu'il y ait une harmonie. Ça, c'est des formes où on ne se lassera jamais. Elles vont toujours nous interpeller et créer chez nous l'envie tactile, l'envie de toucher. Le galbe terminé, des boules d'argile sont jetées avec force pour pénétrer les interstices de la corde. Et un gabarit lisse l'extérieur de la pièce. Des gestes et un savoir-faire qui valent à cette poterie d'être entreprise du patrimoine vivant. Tous les lundis, chez les Goycocha, c'est l'ouverture du four et le moment de vérité. C'est bon. Le blanc, ce serait pas plus joué? C'est là que se jouent des dizaines d'heures de travail. Il ne faut pas trop de contraste, il faut que ça reste doux dans l'ensemble. Pas trop Il faut que les coloris soient doux. Là, ça va. Voilà. Ouais. Avec son beau vert pour Ça, améliorer. évitez ça. Ça, regarde. La coulure. Ça. Ouais. En fait, à chaque fois que vous ouvrez un four, vous savez jamais ce qui va se passer au final. C'est la surprise. La surprise est bonne. Ouais. Ah oui, excellent. Habituellement oui. Habituellement oui. Mais c'est une passion, on attend, on est comme des enfants quoi. On attend la levée du four et bon, en général quand on lève un four, on appelle la famille, on regarde est-ce que ça va, est-ce qu'on valide les pièces, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on recommence, voilà. Mais là le four est magnifique donc c'est une émotion due à la matière. Oui. Quand vous avez une céramique chez vous, vous avez un élément, quelque chose qui vit. Ça c'est hyper important. Et beaucoup de gens qui viennent dans notre magasin touchent les produits, touchent les galbes, touchent. C'est hyper important de le Et elle a un faire. accent basque, cette poterie. Ah tout à fait, elle chante, comme nous. Nous sommes maintenant à Baïgori, village remarquable du Pays Basque. Ici, Olivier Cazenave a décidé de renouer avec une vieille tradition. Il y a 3 ans, il ouvre une chocolaterie pour ne faire que des produits maison. Les fèves de cacao arrivent du Mexique ou de Bolivie. Olivier fait le reste. Il est comment? Nickel, bien cuit. C'est pas un peu bizarre de faire du cacao au Pays Basque? Ben non. Déjà historiquement, le cacao est arrivé à Bayonne. Ça a été le port d'entrée du cacao en France. Et surtout le Pays Basque, même à l'intérieur, il y avait des chocolateries. Donc finalement, c'est un produit traditionnel qu'on a oublié. On a oublié finalement qu'il y avait une tradition chocolatière dans cette vallée-là, parce qu'il y en avait une autre à européenne. Maintenant, finalement, c'est un retour de ce travail-là dans la vallée. Les débuts ont été difficiles, mais Olivier tient bon. Même si le matin, il vend plus de café que de chocolat. Tout le monde est de pause aujourd'hui. Non, on est très content. Ouais. Pourquoi vous êtes content? Voilà, parce que ça fait un commerce de plus dans le village. Voilà, et puis le chocolatier, c'est pas courant, quoi. Voilà, ça renoue avec le passé. Avant, il y en avait, et maintenant, elles avaient disparu. Il y en a de nouveau une, c'est très bien. En face de la chocolaterie, voici le trésor de Baïgori. L'église Saint-Étienne, édifiée au XVIIe et XVIIIe siècle. L'extérieur est plutôt classique. En revanche, l'intérieur l'est beaucoup moins. À l'image de ces balcons dans la nef. Autrefois, c'est d'ici que les hommes assistaient à la messe. Pour moi, ça a été une très très agréable surprise parce que c'est vrai que c'est une église, je pense que c'est une des plus belles églises du Pays Basque. Elle est vraiment typique et atypique.
typique parce que c'est vrai que les balcons, on les retrouve dans toutes les églises du Pays Basque. Et atypique parce qu'elle dégage une atmosphère, notamment au niveau de l'hôtel, particulière, je trouve. En fait, c'est bien pour vous parce que le dimanche, du coup, ils sortent et ils peuvent aller acheter des chocolats. Voilà, comme l'église est située juste derrière la chocolaterie, pour moi, c'est impeccable. Un petit péché, en fait. Voilà, un petit péché juste après une grande prière. Le Pays Basque, une terre de croyants qui voit passer depuis des siècles une foule de pèlerins. Au beau jour, ils débarquent sac sur le dos à Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, petite cité, mais grande étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour les habitants, 40 000 marcheurs par an, c'est un don du ciel. Il y a même un bureau dédié à leur accueil. Géré par des bénévoles, dont Jean-Guy Lousteau. Le temps de sa permanence, cet ancien restaurateur voit défiler le monde entier. 93 nationalités en 2011. Qu'est-ce que c'est la chose qui a rempli là? Alors là, monsieur, ça c'est le crédential. C'est-à-dire, c'est le passeport religieux qui leur permet de faire le chemin. Et là, pour cette jeune fille hongroise qui devrait partir sur Saint-Jacques, you are going to Santiago. Yes, she try. Premier coup de tampon. Il reste à la jeune fille 800 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jean-Pied-de-Port, traversé par la Nive, et qui fut longtemps une position stratégique pour les rois de Navarre. Cette ville est surtout connue pour sa citadelle. Construite sous Richelieu, elle est réaménagée au XVIIe siècle par Vauban, sur ordre de Louis XIV. Un lieu d'histoire, ouvert uniquement à quelques privilégiés. Les 300 élèves inscrits ici. Car la citadelle est un collège depuis 1965. Un collège où les cours d'histoire géo sont dispensés en basque. Bigarren Gerla Mundialari buruz zein zenbatgarren orrialdean ginen hor? Ehunta hogoi. Berrogeita bi eta berrogeita bost arte hortan zer erraiten alduzue zuek? Erresistentzia antolatuta. Erresistentzia antolatuta zergatik? Biziko gobernuaren kontra. Le basque, une langue vivante. Aujourd'hui, les écoles publiques de la région proposent une ou plusieurs matières en basque. Et dans les familles, l'intérêt de protéger ce patrimoine linguistique se fait à nouveau sentir. Nous sommes maintenant à Itsassou, chez Stéphane et Maris Cachenot, et leurs enfants Chabit et Adela. Ici, on prend le petit déjeuner en famille et en basque. C'est une langue qu'on n'a pas envie de garder uniquement pour les livres. Pour qu'une langue soit vivante, il faut la pratiquer au quotidien. Et donc, les enfants la pratiquent à l'école, mais si c'est que à l'école, ce sera automatiquement qu'une langue scolaire et donc pas forcément une langue du plaisir. Moi, ma mère, je ne peux pas l'appeler maman, ça me fait super bizarre. Je n'ai pas grandi comme ça, je l'appelle Ama parce que c'est naturel.
Aujourd'hui, il y a des raisons culturelles, identifiées, qui font qu'on a envie de transmettre cette langue. Mais au départ, on n'a pas besoin forcément de raisons. C'est comme ça. On est ici, on est né ici, on est basque et on a envie de continuer à vivre en basque. Maryse a hérité de la langue de ses parents. Elle a également hérité de la ferme. Matin et soir, elle traite les 180 brebis du troupeau. Ce qui fait 300 litres de lait qu'elle transforme elle-même en osso irati, le fameux fromage basque. Et là encore, Maryse défend la tradition. C'est même gravé sur la pâte. Je marque la date de fabrication. Ça c'est le mois et ça c'est le jour. Voilà, donc juin et hier 18 juin. C'est en langue basque en fait. Donc on dit d'abord le mois et après le jour. Et le petit logo de la brebis? C'est la tête cornue et au milieu il y a un petit F. Donc on voit bien ici sur le fromage, hein, on a la trace de la tête et le F du fromage fermier, qui veut dire fabriqué à partir du lait d'une seule ferme. Une demi-heure plus tard, le lait du jour a caillé. Le laboratoire est moderne, mais les gestes sont les mêmes qu'autrefois, dans le respect du terroir. L'occasion pour Maryse de faire passer un message. L'image du Pays Basque, elle est très positive et c'est normal parce que c'est un pays où on a la mer, la montagne, le climat tempéré. Enfin, on a tous les ingrédients pour être bien. Maintenant, derrière l'image, il y a forcément une façon de faire. Si les prairies sont vertes, c'est parce qu'il y a des brebis pour aller manger dans les prairies. Si les montagnes sont entretenues et si c'est pas complètement embroussaillé, c'est parce qu'il y a encore des bergers qui pratiquent la transhumance. Voilà. Et donc cette image, elle est parfois mal utilisée parce que on veut parfois vendre en utilisant l'image du fermier du fromage qui sera parfois issu de troupeaux qui sont élevés totalement en hors-sol, à l'intérieur, en utilisant la belle tête noire avec la montagne, c'est pas forcément toujours très juste. Et si ces fromages sont authentiques, c'est d'abord parce que ces bêtes vont au pré, tout naturellement. À cette période de l'année, on essaie de faire en sorte qu'elles passent un maximum de temps dehors. Manger l'herbe, c'est bien parce que c'est un aliment qui est complet, qui amène des vitamines, qu'on n'a pas besoin de distribuer, qu'elles ramassent elles-mêmes. Et voilà. Elles sont contentes aussi quand elles vont dehors. Si les brebis sont contentes? La bergère est contente. Et le berger aussi. Changement d'ambiance. Ce sont les fêtes d'Hasparren. De juin à octobre, chaque village organise ses réjouissances. C'est une tradition ancienne au Pays Basque. Les 6000 habitants de la ville sont dans la rue. L'organisateur des festivités, c'est Manu Etchemendi. À 26 ans, il fait partie de la jeune génération volontaire pour reprendre le flambeau. En tant que jeune, on aime faire la fête, on aime ça. Et c'est vrai que c'était important que nous aussi, on se mette un petit peu de l'autre côté de la barrière et qu'on passe un petit peu du côté de l'organisation. Parce que c'est vrai que les fêtes d'Hasparren ont une grosse réputation. Il était important qu'on la maintienne pour le plus grand plaisir de tous les gens d'Hasparren. Les fêtes d'Hasparren durent 5 jours. Et forcément, elles s'achèvent par une partie de pelote. Avec le rugby, c'est le sport le plus populaire ici. Et pour le dernier échauffement,
C'est à Manu que revient le privilège d'offrir à chacun des 4 joueurs la fameuse pelote. Et donc en fait, il y aura 4 pelotes en jeu. J'en ai distribué une à chaque joueur. Ils vont s'échauffer avec. Et ensuite, ils vont les mettre en jeu pour débuter la partie. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? C'est quoi? C'est du cuir, c'est ça? En fait, si vous voulez, au départ, il y a un noyau. Il y a de la laine, du fil et tout ça serré. Et elle pèse à peu près dans les 92-93 grammes. Manu voulait une belle affiche. Il a décroché Walter Augusti, le champion du monde de pelote à main nue. Ce Cubain vit aujourd'hui ici et c'est une star au Pays Basque. Waltari a appris à jouer dans un club de pelote basque à La Havane. Il a même révolutionné la façon de taper la balle avec la main. Depuis que la pelote existe, on joue toujours de la pelote de bas en haut. Et en réalité, Waltari, le Cubain, lui, il joue à l'inverse de nous, puisqu'il joue de haut en bas. Donc c'est vrai que c'est un geste qui est complètement opposé au nôtre. Et c'est vrai que ça contrarie énormément le jeu, notre jeu, puisqu'on n'avait pas l'habitude. Parce que? Et c'est vrai que ça contrarie énormément notre jeu, parce qu'on n'avait pas l'habitude de jouer face à des joueurs qui jouaient de cette façon. Et là, on peut jouer comme on veut au final. En fait, exactement. Voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Le but, c'est de taper la pelote au-dessus de l'arrêt et au-dessous du grillage. Après, on peut taper d'en bas, d'en haut. Le principal, c'est de faire le point. Et une partie se joue en 30 points. Un détail encore. Dans une partie de pelote, le score n'est pas annoncé, il est chanté. La partie va durer près de 3 quarts d'heure. Et après avoir été dominé, c'est finalement Waltari et son équipier qui arrachent la victoire, 30 points à 26. Après le match, les gamins viennent voir de près leur champion et réclamer ses protections. Des bouts de sparadrap qui, dans les cours d'école, valent de l'or. Pourquoi ils veulent les pansements? Parce qu'après, il faut l'autographier. Vous étiez comme ça quand vous étiez gamin à Cuba, vous étiez comme ça, vous veniez chercher... Non, à Cuba, tu sais, c'est pas le sport national, ici c'est le sport national. Ah oui. La culture basque revient en force aujourd'hui. Elle est une chance, une richesse. Tous ceux que nous avons rencontrés nous l'ont affirmé et même chanté. Ils sont fiers de leur histoire, de leurs valeurs, fiers de leur pays.